c'est parti. Bien, bonsoir à tous. Donc, nous ouvrons notre troisième ou quatrième rencontre philosophique dans le cadre du Journal des chercheurs de René Barbier, euh, avec donc deux animateurs, Florent Pasquier et puis moi-même. Juste quelques mots sur le Journal des chercheurs, peut-être pour celles et ceux qui ne seraient pas bien au courant. C'est un journal en ligne consacré à la recherche qui a été ouvert par René Barbier au début des années 2000 et qui ensuite, après son décès, était tombé en déshérence. Et grâce à des étudiants et des étudiantes, surtout d'aujourd'hui, dont Éline Bouvarel, qui est toujours parmi nous, qui en a pris l'initiative il y a 3 ans à peu près maintenant, eh bien, on a autour d'une petite équipe, dont Christelle, que je vois là, Christelle Dubon, Christophe Forgeot, Florent, naturellement, et puis d'autres que vous retrouverez sur le site, eh bien, on a entrepris selon une formule nouvelle, de réouvrir ce journal et de peu à peu y faire figurer les textes qui y figuraient jadis, tout au moins pour ceux que l'on a retrouvés, dont un récemment cette semaine deux, pardon, de Myriam Lemonchois, là, qu'on a remis en ligne très récemment. Et donc on essaie de le faire revivre, ce journal, en respectant un peu les vœux initiaux de René Barbier, mais et surtout sa pensée, les grandes lignes de ses méthodes de recherche et d'animation et de pédagogie aussi. Et puis tout en y apportant naturellement notre grain de sel, hein, parce que il ne s'agit pas de s'oublier dans cette affaire. Donc, et on essaie de faire revivre, alors, selon une formule que vous allez découvrir là, en grande partie ce journal par le biais de la visioconférence, chose que vous ne pouvez pas faire naturellement ou beaucoup moins facilement dans les années 2000. Alors vous avez accès à ce journal, vous tapez dans n'importe quelle barre de recherche Journal des chercheurs, René Barbier, et vous le trouvez. Vous trouverez actuellement, je sais pas, 200 articles à peu près, plus des poésies, mais ça, pour la poésie, on va vous en parler. Euh, chacune de nos rencontres, donc trois ou quatre dans l'année, est centrée sur une des préoccupations qui furent parmi celles de René Barbier. Hein, bien sûr, sur le fond théorique, naturellement, de la recherche, mais aussi sur les grandes lignes de sa pédagogie, d'autres choses encore que j'oublie. Et ce soir, donc, la poésie, parce que la poésie, pour ceux qui connaissaient un peu René, eh bien, c'était l'un de ses chevaux de bataille préférés qu'il a accompagné durant toute son existence, hein, très longtemps. Il a beaucoup écrit dessus, sur la poésie d'un point de vue théorique, mais aussi beaucoup écrit de poésie. Hein, actuellement, sur le journal, au moins une cinquantaine, soixantaine de poésies de la main de René que vous pouvez aller lire. Et ce soir, on a une formule un peu différente des autres soirées, puisqu'on aura des poètes, hein, qui sont parmi nous. Alors non seulement ils sont poètes elles-mêmes et lui-même, mais en plus ils nous lisent des poésies de René. Donc c'est une organisation tout à fait particulière ce soir. Mais on discutera ensemble aussi, naturellement, une fois que l'on aura essayé de dire ce que l'on a prémédité de vous dire à peu près. Voilà, tu veux dire quelques mots, Florent? Oui, 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 tout à fait. Alors, c'est vrai que ce choix de la poésie, c'est une première à plusieurs titres. C'est-à-dire que jusque-là, on s'était focalisé sur les vidéos, on s'était focalisé sur les textes, évidemment, bien sûr. Et puis, la poésie, quand on s'est dit on va changer un peu de média, de support, tout en restant dans les travaux et la pensée de René Barbier. Au début, ça m'a fait un peu un choc parce que moi, je n'y comprends rien à la poésie, hein. Je l'ai dit tout de suite à Christian. Quelle drôle d'idée, comment ça va se passer, que puis-je faire? Parce que autant la musique me parle, autant je peux pleurer de voir des danseurs sur une piste glacée, autant lire un peu de poésie, ça n'a même pas la vertu de m'endormir. Ça a plutôt la vertu de me dire, bon, j'ai d'autres trucs à lire. Pas forcément plus intéressant, mais probablement plus utile. Et donc, finalement, par contre-exemple,
pour moi un très bon choix et d'essayer de voir si les interventions on va avoir ce soir, les extraits qu'on va partager, finalement vont me faire découvrir peut-être une fibre dormante ou inconnue chez moi. Et tu le disais tout à l'heure, la poésie, c'est quelque chose d'important dans le journal des chercheurs. Et je vais partager mon écran pour présenter un petit peu, pour ceux qui la connaissent pas trop encore, l'interface et comment elle fonctionne. Alors, normalement, vous devriez voir mon écran. On est donc, je vais aller sur l'accueil du journal des chercheurs. Alors, je ne vais pas faire comme ça, sinon je vais perdre ma page. Voilà, on va plutôt faire comme ça. Là, on est donc sur le bienvenu, donc, qui explique un peu ce que tu disais tout à l'heure sur l'historique du site. Et ici, nous avons une barre de recherche, sachant qu'on a évidemment, hein, comme pour la plupart des sites bien faits, des accès directs aux différentes rubriques du site. Alors d'ailleurs, il y a une rubrique poésie. Hein. Pourquoi la poésie? Poème de René Barbier, autre poète. Mais on va dire que je pars de zéro et je vais taper poésie. Donc, en résultat de la recherche, je vois que j'ai beaucoup de choses qui sortent. J'ai même 5 pages au total qui apparaissent. Donc, il y a des textes de lui et puis des textes d'autres personnes. Donc, effectivement, dédier notre soirée sur la recherche, une entrée par la poésie, c'était une bonne chose. Et puis, ce qu'on pourrait faire tout de suite, eh bien, c'est écouter comme on s'était proposé, ou partager un poème qui s'appelle Lui, euh, qui est à la fois lisible et écoutable. Donc, on va l'écouter. Alors, par contre, je vais recommencer mon partage. J'ai oublié de cliquer sur partager le son. Alors, pendant que tu partages, c'est un poème de René, dit par René, c'est un poème de 2017, c'est-à-dire très peu de temps avant son décès. Et je fais partager l'audio. Alors, pardon. Oui, ça va être bon. Lui. Même la mer ne revient pas du fond de la rose. Même le soleil ne se risque pas à glaner dans l'ouragan. Il connaît le parcours. Il est la porte ouverte et surgit du temps hors des choses. Il n'écarte pas la nuit du jour. Il aime sans l'avalanche des pierres. Il contemple sans s'évanouir. Les enfants montent sur sa montagne. Les oiseaux font le relit dans ses mots. Il est seul au monde, mais il est avec tous. Il meurt à chaque seconde, il vit à chaque instant. Il porte la marque de tous les coups reçus par tous les êtres sensibles depuis l'origine obscure. Il n'a pas fini de renaître dans les racines de l'univers. Il est la joie, il est l'espoir, il habite dans votre cœur. Je suis assez ému de réentendre la voix de René. Alors, si on suit la soirée telle qu'on l'a imaginée, bon, sachez déjà qu'on retrouvera René tout à l'heure, encore une fois, après la lecture par Christelle, par Christophe, d'autres poèmes. Mais on avait prévu que maintenant je dise quelques mots, comme l'a fait Florent à l'instant, sur mon rapport à la poésie. Euh, alors, mon rapport à la poésie et surtout la poésie en étudiant de René Barbier, ça a été mon directeur de recherche, pour ceux qui ne connaissent ni l'un ni l'autre, et on a cheminé ensemble de très longues années. Alors, contrairement à lui, je ne suis pas du tout poète. Quand on s'est connus, j'avais annoncé la couleur immédiatement, quand j'ai connu son goût pour la poésie.
Je ne suis pas poète et longtemps j'ai fui, hein, carrément du verbe fuir. J'ai fui les enseignements de René qui tournaient autour du mytho poétique. Un petit clin d'œil à Myriam, là pour ça, autour du mytho poétique. Et puis des cours qui traitaient de la poésie en général, hein. Il y a eu plusieurs formules pédagogiques autour de tout ça. Et je me souviens avoir été une fois dans un de ces cours, et Christelle peut-être qui était tue, je ne sais pas, sur le mytho poétique, hein, justement. Et là, bon, j'avais littéralement honte de moi devant le peu d'imagination poétique dont je pouvais faire preuve, hein. C'était catastrophique. J'ai eu tellement honte qu'en fait, je n'y suis jamais revenu. Mais bien sûr, à côté de ça, j'allais aux autres cours de René qui avaient aussi d'autres aspects de recherche naturellement. Euh, alors, que dire, j'y suis allé qu'une fois, euh, mais il faut bien noter que l'utilisation de la poésie dans ces cours-là par René, ça relevait certainement d'un pari, d'un défi, hein, qu'il avait de tenter d'instituer cela en sciences de l'éducation vis-à-vis de collègues qui se voulaient, qui se revendiquaient d'être, à raison parfois, hein, d'être plus scientifiques dans les cordes de la scientificité tel qu'on l'imaginait alors, hein, dans les années 90, 2000. Les choses ont peut-être un peu bougé maintenant, quoique ce n'est pas certain. Donc il y avait un pari, un défi d'essayer d'instituer la poésie. Alors non seulement la poésie pour elle, pour tout ce qu'elle peut nous apporter en tant qu'être humain en perpétuelle croissance, on va dire, mais aussi pour la recherche elle-même avec tout ce que la poésie peut nous apporter comme forme d'intuition, comme pulsion créatrice, comme, comme façon de voir le monde qui met le sociologue un peu hors jeu, en quelque sorte, vous voyez, qui nourrit différemment le regard qu'on porte sur nos objets de recherche. 4, 6, 8. Et donc il y avait tout ça que je sentais quand même, hein, à travers la personnalité de René. Puis on a très très souvent parlé ensemble de poésie, naturellement. Alors si je ne suis pas sensible au poème en tant que tel, je me défends toujours en me disant, mais vous savez, j'aime beaucoup la chanson. Hein, Victor Hugo, je crois, voulait pas qu'on mette de la musique au pied de ses vers, quelque chose comme ça. Je crois il avait vraiment tort, cet homme-là. Alors Victor Hugo, curieusement, puisque René Barbier appréciait et pratiquait une forme de poésie qui n'avait rien à voir avec l'alexandrin, qui n'avait rien à voir avec la rime, féminine ou pas. C'était une poésie tout à fait libre qu'il pratiquait, mais là, Christophe et Christelle en diront plus long que moi à ce propos. Mais par contre, j'ai toujours été amateur donc d'une certaine forme de poésie chantée, hein. Je trouve que là, il y a quelque chose de vraiment un apport supplémentaire à la poésie si toutefois elle a besoin d'un apport supplémentaire. Et puis surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est la poésie prosée. Je ne sais pas comment on peut dire. Vous savez, quand on lit un roman, quand on lit même de la pro, même de l'écriture scientifique des fois. Parfois ça arrive, hein. Ça peut arriver chez Morin, par exemple, chez Edgar Morin. Même dans ces textes durs sur la méthode, par exemple, ben, il y a des moments de poésie totale là-dedans, je trouve. Également dans les écrits d'astrophysiciens, Hubert Reeves est mort il n'y a pas très très longtemps. Hubert Reeves que citait très souvent Barbier, René. Et je trouve que dans ces écrits-là, parfois il y a des moments de poésie intense, même si c'est de la prose, même si c'est du paragraphe, et si on ne va pas à la ligne très très souvent. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Et puis René, une fois, m'a dit une chose qui m'a surpris. Il m'a dit, oh, tu sais, faire un article en recherche, c'est long, ça prend du temps, il faut se concentrer. Mais tandis qu'un poème, quand ça me prend la nuit, j'ai une idée de poème, ça me réveille, ou alors ça m'empêche de dormir, je me lève, j'allume la lumière, je prends une feuille, j'écris, et puis en 5 minutes, c'est fait. Je dis, oui, effectivement, c'est plus rapide qu'un article scientifique. Il me dit, oui, oui, mais c'est très bien comme ça, parce que ça s'en va pas, on est vraiment dans l'acte créateur, en ce qu'il a
le plus spontané, quoi, quelque chose comme ça. Ah ben, j'ai dit, c'est très bien, je devrais me mettre aussi à la poésie, mais malgré tout, ça va être dur, René. Voilà, c'est ce que j'avais un peu envie de vous dire sur mon propre rapport à la poésie. Alors, pour la suite de notre programme, je crois que c'est Christelle maintenant eh bien, Christelle qui va nous dire un poème, justement un poème qui est né d'une circonstance que j'ai vécue personnellement. Mais bon, Christelle va pouvoir peut-être en dire deux mots. Bonjour. Le poème que je vais vous lire maintenant nous a été offert à mon compagnon et à moi à l'occasion de la naissance de notre première fille il y a 20 ans. Et je vous en parlerai un petit peu après, mais je vais d'abord vous le lire. Lettre pour deux jeunes parents, à plume. Le concept d'enfant étrangle l'enfant à naître. Il faut avoir posé la main dans l'univers une seule fois pour connaître à quel point il peut être un manteau sur un landau par temps d'hiver. Alors, rien à craindre. La vie est broussaille. Qui croit aux lierres risque l'orage. L'enfant est une forme ensoleillée dont les parents accueillent le vide créateur. Il éclaire s'ils sont la flamme d'une chandelle. Il s'éteint si personne ne reconnaît ses braises. L'enfant est un mineur de fond. Contempler son sourire pour découvrir le diamant de la présence. Son jeu trouble tous les jeux savants. Sa rage amplifie l'espace et nous déroute. Sa souffrance est infinie quand elle ne rencontre pas l'enfance dans les yeux d'un adulte. Il prend le large quand on le laisse jouer avec l'horizon. On ne doit pas l'arrêter, simplement lui faire voir la frontière qui délivre des enclos. Il est l'élan vers l'illimité qu'il l'appelle comme un aimant, une aiguille d'or qui perce le ballon rouge du sérieux. Rester près du feu de l'enfant sans se brûler et sans l'étouffer. Écouter ses petits mots pour nous sortir des grands mots. Toucher sa paume pour apprivoiser la tendresse. Apprécier ses gestes pour réinventer l'avenir. Partir avec lui, vers la mer. Changer le monde en marchant dans une flaque d'eau. Dire bonjour au petit jour et bonne nuit à ce qui s'éteint. S'endormir à la fin, comme il s'endort. L'enfant fait de l'instant un verre de menthe quand le désert brûle les yeux, quand la gorge est la forge du cri. Si j'ai choisi de vous lire ce poème au-delà de ce qui m'y attache personnellement, c'est parce qu'il nous dit de regarder l'enfant en poète. Et je me suis saisie de ce message dans ma mission de maman, mais il a aussi éclairé mon métier d'enseignante dans la relation et le regard que je porte sur les enfants que j'accompagne. Le mot enfant, d'ailleurs, n'existe pas dans l'institution. Ça a été mon premier étonnement quand je suis devenue une jeune institutrice. On parle toujours d'élèves. Et je pense que voir l'enfant qui existe derrière chaque élève, c'est aussi la mission de l'éducateur poète. Parce que c'est en regardant l'enfant en poète qu'on révèle le poète en lui. Il ne s'agit pas du poète qui écrit, mais de l'habitant du monde, tel qu'en parlait Hölderlin. J'ai j'ai suivi l'atelier d'écriture mythopoétique de René pendant plusieurs années, 4 je crois. Et il commençait toujours son semestre d'atelier en nous demandant, à nous, ses étudiants, de dire un poème que nous aurions en mémoire. Il nous disait que ça pouvait servir au cas où on serait un jour en prison. Et regarder l'enfant en poète, je pense que c'est aussi l'initier à la liberté. Parce que la poésie est l'essence même de la liberté
dans cette liberté de désorganiser le langage qui nous fonde et sur lequel s'organise aussi notre façon de penser le monde. À travers cette refondation du langage, je pense qu'elle est le lieu suprême de la créativité que Winnicott entendait comme un mode de perception qui donne le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue. La liberté de créer un autre langage, c'est aussi celle de recréer le monde et de se recréer soi. Ça commence par s'émerveiller à nouveau des petites choses, les plus humbles, les plus ténues, comme nous y invite Christian Bobin, qui était un poète cher à René. La poésie dont je parle là, elle n'est pas celle qui idéalise le monde, elle parle de ce qui est et de ce que l'on ne voit pas ou plus. Elle parle de ce que elle seule peut rendre audible, du plus grand malheur comme de l'évidence d'un simple sourire. Elle est elle est la lucidité, la blessure la plus rapprochée du soleil, comme le disait René Char dans un de ses aphorismes. Je me souviens très bien de mon premier atelier d'écriture mythopoétique. René nous avait expliqué qu'il n'avait plus fait ce cours depuis très longtemps, mais que la perte récente et brutale de sa compagne avait rendu la reprise de ce cours essentielle pour lui. Je pense qu'il faut habiter en poète pour écrire de la poésie, mais que écrire de la poésie aide aussi à habiter en poète. Lors de cet atelier, on commençait toujours par lire les poèmes qu'on avait choisis, chacun pour l'occasion. Et lire un poème, c'est toujours le réécrire. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, on ne peut jamais expliquer objectivement un poème parce que son potentiel d'interprétation est inépuisable et que l'analyse tue le poème parce qu'il est, comme je vous le disais, par essence, espace de liberté, affranchissement du connu. Euh, Parce que je lis beaucoup en ce moment de linguistes ou de philosophes ou de psychanalystes qui ont pu parler de la poésie, je peux dire que je crois que les seules personnes qui parlent vraiment bien de la poésie sont en fait les poètes. La poésie, elle ne sert pas à une pensée rationnelle, pas plus qu'irrationnelle, elle ne conceptualise pas, elle va nous chercher ailleurs. Elle implique une écoute sensible, c'est toujours un premier regard et on peut faire le lien avec la philosophie de Krishnamurti. Krishnamurti qui a d'ailleurs écrit beaucoup de poèmes avant d'arrêter du fait du pouvoir de fascination qu'exerçaient selon lui les poèmes, la forme poétique sur ses lecteurs. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que je pense que si la poésie permet d'effleurer le réel et qu'elle en est d'ailleurs un chemin d'accès peut-être le plus direct, le moins entravé, je pense que la forme poétique est aussi ce qui retient le poète de basculer dans le précipice du réel. Je ne crois pas du tout au mythe qui ferait de la folie une source créatrice et si beaucoup de poètes connus ont souffert de troubles psychiques qui les ont pour certains conduits au suicide, pour moi l'écriture poétique a plutôt été pour eux un rempart qui un jour n'a plus suffi. Euh, c'est vrai que l'expérience créatrice par le lien étroit qu'elle tisse au réel et notamment dans la première phase de saisissement que décrivait Anzieux, peut conduire à une décompensation psychotique, mais une fois passé l'étape de saisissement, l'inscription dans un code, c'est justement ce qui permet un ancrage en soi et dans le monde. Pour en revenir aux ateliers d'écriture poétique et à cette phase d'échauffement poétique, comme l'a nommé René, succédait une phase d'écriture à partir des inducteurs qu'il improvisait la plupart du temps. Mon compagnon, qui participait aussi à cet atelier, me disait l'autre jour que c'était le seul cours où il allait la boule au ventre. Je ne sais plus qui a dit la poésie nous engage étroitement. Et c'est vrai qu'elle nous dénude. Euh, et à l'issue de cette phase d'écriture, on terminait toujours l'atelier par un visionnage de documentaires sur des poètes plutôt modernes et contemporains qui nous amenaient à penser autour de la question de la poésie et de sa fonction dans l'éducation. Pour citer quelques noms de poètes chers à René et qui nous a fait entendre Guilvic, René Char, Alberto Joarros, Octavio Paz, René Guicadou, Vysotsky,
Voilà. Je peux dire aujourd'hui que René m'a réveillée en poésie. Que depuis ces ateliers, je n'ai jamais arrêté de lire ou d'écrire. Et qu'aujourd'hui, la poésie prend encore une autre dimension dans ma vie, puisque je rédige un mémoire sur la fonction de la poésie au sein d'un atelier d'écriture thérapeutique dans le cadre d'une formation que je termine d'art thérapeute au Centre d'études de l'expression de l'hôpital Sainte-Anne. Je réfléchis notamment sur la fonction poétique de l'art thérapeute au sein de l'institution, autour de la notion d'une poétique de soins, parce que j'ai pu constater au travers des témoignages des arts thérapeutes qui étaient nos formateurs qu'ils portaient une vision sur les institutions dans lesquelles ils travaillaient qui poétisait ces institutions. Et je pense que c'est quelque chose de précieux parce que l'institution peut être déshumanisante. D'ailleurs, il y a un groupe de réflexion qui a été fondé au sein de la chaire de philosophie à l'hôpital, qui a été créé par Cynthia Fleury, sur cette notion de poétique du soin. Et l'un des modes d'action de ce groupe, qui est composé de soignants et de philosophes, et qui a été récemment mis en place, et qu'ils ont nommé la riposte poétique, consiste à aller dire des poèmes dans la rue. En relisant récemment le chapitre de l'approche transversale, l'écoute sensible en sciences humaines, le livre de René, j'ai redécouvert qu'il y évoquait la fonction thérapeutique de la poésie. J'ai été surprise parce que je ne me souvenais plus. Neila Chidiac, qui a créé le premier atelier d'écriture thérapeutique au sein de la clinique des maladies mentales et de l'encéphale de l'hôpital Sainte-Anne, utilise l'écriture et notamment ses ressorts poétiques pour travailler auprès des personnes qui souffrent de stress post-traumatique. La poésie permet, selon elle, d'écrire le silence par la primauté qu'elle donne à la forme, sans pour autant se départir de la question du sens, par son aspect musical qui procure une enveloppe sonore sécurisante. Elle va permettre de dire ce qui ne peut être dit, l'indicible du trauma. Les contraintes formelles que j'évoquais tout à l'heure apportent une contenance qui permet qu'une telle prise de risque soit possible pour les patients. Et je réfléchis notamment à la métaphore qui était une figure essentielle dans la poésie de René et qui m'apparaît particulièrement pertinente pour parler à l'intérieur du silence, comme le disait Bobin. Pour moi, la poésie, c'est un espace transitionnel dans lequel on peut tisser le fil de l'intériorité et celui du monde. Quand je regarde le monde en poète, je le reconnais, je me reconnais. Quand je lis ou que j'écris de la poésie, je recrée le monde et je me mets au monde. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, merci Christelle. Bravo, bravo. Alors, euh, si on suit le fil rouge qu'on avait imaginé pour la soirée, il y en a encore pour 10 minutes, un quart d'heure peut-être, et ensuite on ouvre la parole pour chacune et chacun. Moi, ma tâche, c'était maintenant de revenir un peu à la théorisation que faisait René de la poésie en éducation. Hein, et on m'a chargé de résumer un article qui est sur le Journal des chercheurs, qui s'appelle Habiter la vie par la poésie. C'est un texte écrit par René en 2009 et qui résonne tout à fait avec son livre que tu as cité, Christelle, L'approche transversale. Alors, je l'ai lu naturellement, ou relu plutôt, parce que je l'avais lu il y a très longtemps. Je l'ai relu, bah oui, le voilà, merci, merci Florent. Donc, vous le trouvez sur le journal des chercheurs, bien entendu. On l'a mis en ligne, et donc j'avais commencé à le résumer. J'avais commencé à le résumer, et puis d'un seul coup, j'ai eu une illumination sacrilège, vraiment sacrilège. Je me suis dit, René aimait bien bricoler avec l'informatique. Il adorait, c'est étonnant pour l'image du poète qu'on avait de lui, il adorait bricoler avec le numérique, avec les ressources d'Internet, et il était friand de tout ce qu'il y avait comme nouveauté sur Internet, entre autres pour améliorer le journal des chercheurs. Alors moi, pour ce résumé, il m'est venu une idée.
une fois que j'en avais résumé la moitié, je me suis dit, bah, tiens, je vais prendre l'article en entier et je vais le mettre dans Horreur absolue, dans le chat GPT. Et je vais demander à ChatGPT, à l'intelligence artificielle, de me résumer l'article de René Barbier. Et je vais vous lire le résumé extrait de ChatGPT. Et curieusement, vous verrez, il ne trahit pas, enfin si vous n'avez pas lu, ce ne sera pas facile pour vous d'estimer la chose, mais je trouve qu'il ne trahit pas trop l'article, et en tout cas, il reprend des choses que j'aurais pu dire moi-même en le résumant. Alors, je vous dis ça, ça va prendre 5 minutes à peu près, mais voilà le résumé. Donc, Habiter la vie par la poésie, 2009, René Barbier. Alors, il y a trois parties principales dans l'article. C'est le premier, l'habitat du poète, la méditation intensive. Le deuxième, c'est l'habit du poète, la méditation créatrice. Et le troisième volet, c'est l'habitat du poète, la méditation réflexive. Alors, ce que me dit l'intelligence artificielle de René, ce texte explore en profondeur le lien entre la pratique poétique et la perception de la vie dans sa totalité. Il met en lumière comment une longue pratique de l'écriture poétique peut conduire à une sagesse similaire et très proche d'une spiritualité laïque et modifier considérablement la manière d'enseigner d'un éducateur poète. Il souligne l'importance d'une écoute extrêmement sensible, comme proposé par Christophe Forgeot. L'auteur, fort d'une expérience de plus de 50 années de poésie, révèle comment cette pratique a influencé la création de méthodes pédagogiques et a profondément impacté ses domaines de connaissances. L'orientation vers l'Orient et l'Asie découle notamment de cette sensibilité poétique intégrée au monde et à la nature, apport du Tao, du bouddhisme, du zen avec son esthétique et sa philosophie dépouillée. Il aborde également la manière dont la recherche scientifique en sciences humaines peut être enrichie par la pratique artistique, évoquant un processus de transduction. L'apprentissage de l'inconnu et la rigueur dans la quête du sens de la vie à travers la création poétique stimulent une démarche de recherche originale, loin des sentiers conventionnels académiques. En citant des auteurs, chemin faisant, tels que Hölderlin, Heidegger, Lacan, Éluard, Bachelard, Karl Jasper, Nietzsche, Kostas Axelos, Cornelius Castoriadis. En citant tous ces auteurs, René Barbier explore la diversité des perspectives poétiques et leur impact sur la conscience individuelle. Il souligne le défi créatif et le risque inhérent à cette démarche sur le plan épistémologique s'il s'agit de recherche en sciences. Le texte aborde également les différentes phases de l'habitat du poète, à savoir la méditation intensive, la méditation créatrice et la méditation réflexive, tout en soulignant l'importance de chaque phase dans l'évolution de la pratique poétique. Il évoque aussi la dimension thérapeutique de la poésie. Ça, il en parle aussi, d'ailleurs, René, au passage, là c'est moi qui prends la parole, dans l'approche transversale pour des groupes de thérapie poétique aux États-Unis. Tout en soulignant l'importance de la lecture des poètes contemporains pour développer une compréhension authentique de la poésie. L'importance de la méditation créatrice et de la maîtrise intuitive du langage poétique est mise en avant, démontrant que la recherche de signification précise peut parfois conduire à des productions poétiques moins réussies. Enfin, le texte explore la complexité du poème en tant qu'épreuve, évoquant des auteurs et poètes qui ont expérimenté des états de profonde étrangeté. Là, tu l'as dit un peu tout à l'heure, Christelle, en parlant des rivages de la folie. Des états de profonde étrangeté, voire des tragédies, mettant en lumière la profondeur et la densité de la poésie dans la vie des individus,
Et là, l'intelligence artificielle a été sensible à certains, à certaines citations de René, hein. Par exemple, par le lien qui unit la lumière à la peur, tu fais semblant de fuir, ô serpent marginal. Ça, c'est René Char, cité par René. Et à propos de l'alouette, René Char encore, fascinante, on la tue en l'émerveillant. Paul Éluard, à la mort de sa femme. Mon amour si léger prend le poids d'un supplice. Guy Vic, dans ce portrait d'enfant. On rencontre une enfant qui grelottait le soir, dans la rue sans beauté, plus rouge que ses doigts. Et de l'avoir lavée, on n'a plus rien à faire. Et en dernier, il cite Antonio Porcia. Avant d'aller mon chemin, j'étais mon chemin. Et encore, savoir mourir coûte la vie. Et l'intelligence artificielle termine par cela. En somme, le texte invite à considérer la poésie comme une clé pour appréhender le monde, une pratique capable d'ouvrir de nouvelles perspectives, de susciter des émotions profondes et de permettre une transformation intérieure, ce qui pourrait être une très bonne définition de ce que pourrait être l'éducation. Voilà, c'est ce que a déduit l'intelligence artificielle de l'article de René. Bon, mon résumé était différent de celui-là, mais les grandes allées, en fait, étaient tout de même un peu les mêmes. J'entrerai plus dans le détail, mais j'imagine que René aurait été curieux de savoir comment l'un de ses textes théoriques aurait pu être passé à la moulinette d'un nouveau moyen numérique à notre disposition. Voilà, donc c'est pour pour vous donner une petite idée de l'approche théorique du poème par René, mais il y en a d'autres, hein. Et si on suit notre petit programme maintenant, on arrive, eh bien, je crois, à l'intervention de Christophe. Non, le son, Christophe, on n'a pas. Ouais. Voilà. Oui, merci. Bonjour à tous. Je vais commencer par un poème de René qui s'appelle Le chemin et que René a écrit le 31 octobre 2015. Le chemin. Le temps venu, il nous faudra explorer le chemin, en saisir le parcours de broussailles joyeuses, longer toutes ces bordures, cueillir ces fleurs sauvages, repartir pieds nus pour sentir notre empreinte. Le temps venu, nous ferons des miracles avec nos yeux sur le chemin. Nous accepterons ces pierres tranchantes, ces détours enlacés, ces plongeons vers l'abîme, ces envolées soudaines. Nous laisserons faire ces horizons en nous, ces percées en forêt vierge, ces sorties vers la mer. Nous apprécierons ces déserts, ces incendies innombrables, ces flaques d'eau pour la soif. Nous irons du départ jusqu'au bout du chemin, là où il survient d'un coup, là où il s'éclipse sans bruit. Nous n'aurons plus peur de l'ombre qu'il tissait avec le jour. Nos enfants pourront y jouer sans regret et sans remords. Arrivés à l'embouchure, au bord du rien infini, nous lui dirons en douceur, tu fus vraiment mon chemin, à jamais tracé, mais le sais-tu, dans le hors-temps éternel. Voilà le chemin de René et le chemin que j'ai pu croiser dans les années 90, 1990 à l'université Paris 8,
puisque dans mon cursus, euh, j'avais donc des unités d'évaluation à choisir et lorsque j'ai vu euh, son unité d'évaluation, son unité de valeur, comme on disait à l'époque, l'écoute mythopoétique, euh, j'y suis allé et c'est là où je l'ai rencontré. Et voilà, je voulais dire aussi que René a écrit, tu disais Christian tout à l'heure, des dizaines de poèmes. Oh oui, oui, des dizaines et des dizaines et des dizaines et certainement des centaines. Il y a eu deux recueils publiés, Golem en 1970 chez l'éditeur José Millas Martin, et puis en 78 Simplement toi, dans une petite maison d'édition en Bretagne. Et voilà, éditer des poèmes, publier des poèmes, ça lui prenait beaucoup de temps et ça l'intéressait pas trop finalement. C'est pour ça qu'il en a édité que deux. Il m'avait dit qu'il ne cherchait pas à être publié parce que ça lui prenait beaucoup de temps et qu'il n'avait pas de temps pour ça. Et puis voilà. Par contre, ses poèmes, il les offrait. On l'a vu avec Christelle, avec moi aussi et beaucoup d'autres certainement à qui il en a offert, il les partageait facilement. Et donc voilà, depuis les années 90, je l'ai accompagné, il m'a accompagné et nous avons vécu beaucoup de choses ensemble et notamment l'expérience de la revue de poésie que j'ai co-créée et co-animée avec Myriam Le Monchois qui est ici et Mina El Hassouni et qui s'intitulait donc c'est une revue qui a existé entre 93 et 98 et qui s'intitulait Le Matin déboutonné. Et pour raconter une anecdote au sujet de René, c'est que nous cherchions, Mina, Myriam et moi, un titre pour cette revue de poésie interculturelle qui était créée dans le cadre du CIVD, du Centre interculturel de Vincennes à Saint-Denis, dont la présidente était Annie Quedel. Et on cherchait un titre. Et René le savait et nous a proposé dans l'un de ses cours, de faire un brainstorming, un remue-ménage, pour trouver un titre, en demandant à tous les étudiants présents de proposer, comme ça, par association d'idées, des titres. Et René les notait, ou une personne les notait sur le tableau. C'est peut-être moi d'ailleurs. Et donc, on a noté tous les titres possibles et toutes les idées des étudiants, de nous, de René, etc. Et puis après, on a recueilli donc tous les titres possibles, tous les titres qui avaient été proposés pour cette revue de poésie interculturelle. Et tous les trois, Mina, Myriam et moi, nous avons après ensuite lu ces titres, choisis, etc., par élimination. Et le titre qui est resté, le dernier, il y en avait à peu près une centaine, je crois. Le dernier, c'était Le Matin déboutonné, et c'était René qui l'avait donné. Voilà. Donc c'était très drôle, et ça me fait rebondir du coup, parce que René aimait beaucoup justement se faire rencontrer des mots qui n'avaient rien à voir ensemble a priori. Et le matin déboutonné, ben, chacun, en effet, comme disait Christelle tout à l'heure, chacun peut y voir des images différentes. Myriam voyait certaines images, Mina d'autres, et moi encore d'autres. Et, euh, et ça, c'est ce que René aussi m'a montré, c'est que la poésie, elle, faite d'images nouvelles, par des mots justement assemblés et des mots qui n'ont rien à voir ensemble, la poésie peut susciter en nous euh, une vision nouvelle du réel, une vision nouvelle de nos réalités et une vision du monde qui nous entoure. René, lorsque je changeais avec lui, me parlait
du poète comme une personne étant comme une éponge, hein, qui observait, qui sentait, qui ressentait, et était comme une éponge, et puis qui après, avec des mots, s'exprimait pour traduire ce qu'il avait ressenti, senti, vu, entendu, etc. Et, euh, et voilà, donc il m'a fait rencontrer les poètes aussi, bien sûr, dans les cours, hein, comme c'est là où j'ai découvert notamment aussi Guy Vic, après que j'ai connu d'ailleurs, et puis d'autres poètes. Et, euh, et d'ailleurs, je voulais vous lire tout petit passage du dictionnaire d'histoire de la poésie française, la poésie du XXe siècle de Robert Sabatier, qui, comme René, soutenait notre revue de poésie Le Matin des Boutonnets. On avait constitué un comité de parrainage dans lequel étaient René et Robert Sabatier. Et Robert Sabatier, dans cette histoire de la poésie française, qui est en 3 volumes et qui est une référence dans le monde de la poésie, parlait de René en disant dans le tome 3, Métamorphose et modernité, il disait ceci de René. René Barbier, né en 1939 dans Golem, le titre cher à Gustave Meyrink, se perd dans un labyrinthe ésotérique, ne sachant pas qui est Golem et qui est Dieu. Et le livre a des dédoublements fantastiques. Ainsi, une forme envahissante, venue de paysages de science-fiction, peut se loger en nous soumettre à des avatars kafkaïens, nous entraîner vers un autre pays qui deviendra le nôtre, et tout cela sans oublier la beauté poétique des images. Voilà ce que disait donc Robert Sabatier de René Barbier dans sa célèbre histoire de la poésie française. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et puis, comme il était proche de Christian Bobin, qui a écrit La poésie, c'est la grande vie, René était dans la grande vie, c'est-à-dire qu'il était dans la poésie, dans la recherche, dans le Saumur Champigny, dans l'accordéon, dans toutes ces dimensions-là. Et c'était la grande vie pour lui. Et il savait partager cette vie-là avec ses étudiants, ses amis, sa famille. Enfin, voilà. Donc, on le sait bien, tout le monde ici présent, parce que voilà un petit peu ce que je voulais exprimer pour René, sans être trop long. Alors après, j'ai 2 autres poèmes, mais plus tard, peut-être, s'il y a la place, il y a 2 autres poèmes de René que j'avais sélectionnés, qui sont aussi sur le site et du Journal des chercheurs. Oui, je te propose qu'on répartisse les poèmes dans les discussions générales qu'on va avoir. Mais si Florent, Aux manettes, tu es d'accord, oui, tu peux mettre le poème dit par René lui-même, mais absolument. en vidéo cette fois, si Oui, tu l'as là sous la oui, main. je laisse. Tout est prêt. Juste peut-être 2 petits, non pas retentissement, le terme serait trop fort, même si je l'emprunte à dessein à René. Tu as évoqué tout à l'heure Christian Hubert Reeves, dont tu as senti le parfum poétique dans plusieurs de ses écrits, effectivement, hein. Et juste signaler que lui et René Barbier étaient tous 2 membres du CIRET, hein, que je préside actuellement et avec qui nous co-organisons cette soirée. Donc, c'est pas pour rien que certainement ils étaient ensemble. Et puis, j'ai adoré ton petit passage avec l'IA. C'est certain, l'intelligence artificielle, que René aurait adoré ça, féru comme il était des innovations technologique. Et j'en profite pour signaler qu'avec Mariana Thiero-Loisel, ici présente, nous avons organisé il y a quelques jours 2 journées de symposium intitulées Intelligence artificielle et médiation humaine, auxquelles ont participé notamment des artistes, hein, peintres, d'autres poètes, et que les vidéos sont en ligne sur la chaîne Vimeo de Mariana, dont elle mettra peut-être les liens en
en ligne. Voilà, et ben, écoute, pour terminer ce premier tour de paroles d'ensemble, je donne cette fois à nouveau la voix, mais également la vision à René. Je vais partager mon écran. Voilà qui est fait et nous allons l'écouter. Plus changer d'espace. J'ai fait vaciller le sourire. Pardon, je Plus, recommence. Je recommence depuis le début parce que c'est assez court et c'était déjà parti. plus changer d'espace. J'ai fait vaciller le sourire. Me dira-t-elle où vont les roses quand elles s'arrondissent soudain? Elle est la courbe et l'épaisseur, le vent du miroir, la maison sous la mer. Elle est l'espoir dans tous les cris. Elle est l'envers de toute mort. Je ne sais plus la contempler, dans ses dérives, dans ses délires. Un jour viendra où nous serons un ricochet de voix lactée. Il fera bon vivre sans bruit, dans tout ce bleu cerclé d'étoiles, dans tout ce rouge miné d'odeur. Il fera chaud dans nos étreintes, qui feront peur aux frontières. Donc voilà. Alors, cette vidéo est extraite du Journal des chercheurs, hein. Naturellement, vous pouvez la trouver dans la rubrique vidéo. Vous avez 6 à 7 heures de vidéo en compagnie de René, qui lit des poèmes, mais qui aussi intervient sur les méthodes en recherche, qui intervient sur une foule de choses différentes. Bien, il nous restera 2 poèmes à être dits par Christelle, 2 par Christophe, mais on peut entrer tout de suite dans la libre conversation, hein, Florent, si tu en es Oui, d'accord. tout à fait. Je pense que c'est le bon moment. Oui. On a été beaucoup moins bavard que les fois précédentes. Toi et moi, on a la chance d'avoir 2 invités de marque ce soir. Et c'est vrai que ça aussi, c'est une première dans le dispositif de ce séminaire de philosophie éducative en ligne, dont la terminologie n'est pas fixée et probablement à dessein. Mais voilà, on a une demi-heure devant nous. Profitons-en pour avoir un échange tous ensemble. Il y a beaucoup de nouveaux ce soir, dont certains d'assez loin. Ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce qui les a motivés pour nous rejoindre. Probablement le thème, peut-être le personnage, où ils ont découvert le personnage, qu'en pensent-ils? Et puis on ponctuera ça avec éventuellement les interventions de nos 2 invités de ce soir. La parole est à la salle. Allez-y, Myriam. Ben, moi, je rebondis parce qu'en fait, je suis dans l'histoire aussi quelque part. Bon, j'aurais atterri ici parce que finalement, je suis un petit peu le fils prodigue, la fille prodigue dans l'histoire, puisque je suis partie en cours ou la revue avec Christophe. On s'est quitté quand j'ai quitté finalement. J'ai pris ma fille et puis finalement, je me suis moins occupée de la revue. J'ai laissé tomber, elle a continué. Donc moi, j'étais au départ de la revue de poésie. Donc qu'est-ce que tu as dit, Christophe? Je me souviens plus les dates. 92. Et j'ai dû vous quitter au bout de la 3e année. Enfin, c'est aussi mon caractère un peu, c'était nouveau. Et après, quand ça roulait, j'ai laissé Christophe faire, qui faisait très bien. Mon histoire, moi, avec René, elle commence avec le DUFA, avec donc une reprise d'études après, à 30 ans, après un parcours, j'ai failli même rater mon baccalauréat. Donc, pour vous dire aussi que j'étais loin des universités, mais j'étais passée par les arts. Et donc, en fait, je dirais que la poésie, l'avoir revu que dans le DUFA, et puis qu'après, René m'encourageait à continuer mes études à la maîtrise et après au doctorat, il m'a accompagnée dans justement qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la poésie à l'école. Et moi, ça rejoignait vraiment mon intérêt de dire si je reprends des études en éducation, c'est parce que je ne veux pas être artiste, je veux qu'on vraiment on mette la poésie et les arts dans l'école. Ça, c'était pour moi vraiment. Donc, rencontrer René, c'était quelque chose d'important pour moi. Donc, faire ma thèse avec lui, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça a été publié aussi chez l'Harmattan, grâce à lui d'ailleurs, puisque bon, il avait contacté Gilles Boudinet le jour de ma soutenance et qui m'a proposé de publier ma thèse.
Ensuite, ben, faire de la poésie, il me l'avait bien dit, hein, René, il m'avait dit, tu veux être professeur à l'université, mais bon, fais attention, la poésie, c'est pas très sexy comme sujet, c'est pas stratégique de ta part. Combien de fois, il me l'a arrêté plein de fois dans mon doctorat, et pourtant, il savait combien ça m'intéressait, puisque moi, ces cours aussi d'improvisation poétique, je les ai pris plusieurs années de suite, même si j'avais déjà luvé, c'était pas grave, je revenais de temps en temps à son cours, hein. Et c'est vrai que ça m'a mené jusqu'au Canada. Finalement, il a fallu que j'aille à Lyon d'abord et partir après au Canada. Donc, il n'y a que 5 ans après ma thèse, donc seulement en 2007, après avoir soutenu ma thèse en 2002, même si je l'ai publiée en 2003, il a fallu que j'attende 5 ans pour un poste, et pas en France, mais au Canada. Donc voilà, donc mon parcours a été de défendre tant que je peux les arts et la poésie dans les formations de formateurs d'enseignants au primaire, puisque j'ai été jusqu'au grade supérieur à l'Université de Montréal, l'équivalent de professeur des universités ici en France. J'ai pris ma retraite au 1er septembre parce que finalement, je crois qu'il y avait, bon, il y a une certaine liste de choses dans les choses de déjà là. Bon, je savais que c'était dur le chemin de la poésie en éducation, mais là vraiment, je n'arrive à une saturation et l'impression d'être prise comme une idiote parce que je suis simplement porteuse de la poésie et des arts et que je porte pas le français ou je sais pas trop, qu'à un moment donné, c'est un peu insupportable. Mais je crois aussi que ce qui m'a donné envie d'arrêter, c'est que ce cours d'improvisation mythopoétique que René donnait à l'université, je me souviens une fois sortir du cours et tellement avoir tellement pris un bain de poésie, d'avoir été dans l'improvisation, je suis sortie et j'ai croisé un ami qui était prof en art. Et il m'a dit, tu viens de faire quoi là, tu viens de faire l'amour ou quoi? T'es toute rouge là. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous prend tellement fort, la poésie, je pense, là, dans le cours. Là, on n'était plus dans un rapport intellectuel. Je pense que ça dépasse, en effet, depuis la Grèce antique, on parle de jouissance avec la poésie. Et c'est vrai que ben, même Aristote reconnaissait, il disait, pour la grandeur d'âme, en effet, la poésie, la religion, ce sont les deux sortes de jouissance qu'on peut trouver. Et on retrouve ça dans le parcours de René, justement. Lui, il a mis toujours... En fait, moi, je l'ai rencontré quand Christophe aussi, on l'a rencontré à ce moment-là dans les années 90, quand il mettait en valeur la poésie. Ensuite, il a mis plutôt la religion avec Krishnamurti. C'était vers la fin de ma thèse, vers 2000 à peu près. Moi, c'est le moment où je me suis un petit peu retirée de lui. Mais bon, aussi parce que je suis partie faire ma carrière et puis voir ailleurs. Et en fait, j'ai l'impression que vers la fin de sa vie, donc malheureusement, là où j'étais plus en contact avec lui, vers les années 2010, il est revenu à la poésie. Je ne sais pas si je me trompe, hein, mais j'ai un petit peu ça. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, moi, où j'en suis dans ma retraite par rapport à la poésie, je me dis, bon, il faudrait que je revienne parce que finalement, bah, en doctorat, qu'est-ce que j'ai dirigé comme doctorat, comme premier doctorat au Canada? Bah, c'est 2 doctorats en psychologie, des gens qui voulaient travailler l'art, mais vraiment en termes d'art-thérapie fort, mais pas comme d'habitude. Et c'est là que j'ai repensé aussi beaucoup à René, quand tout à l'heure on a parlé de pratique. Pour lui, c'était pas une pratique qu'on fait comme ça pour se délasser, pour se dire ah je me sens pas bien, je le fais et puis ça va me faire du bien. C'est sûr que ça marche à tous les coups si on sait le faire, comme pour la musique, comme pour d'autres arts, mais comme pour prier à l'église aussi, hein. C'est de l'ordre d'un développement personnel. Quand on s'en occupe bien, on fait toujours bien les choses. Et là où René peut-être pour moi, il m'a agacé parce que justement, il n'a pas été assez loin, à mon avis. C'est vraiment, je sentais que pour lui, c'était de l'ordre d'une pratique et c'est pour ça qu'il ne voulait pas publier. Pour lui, c'était plus de dire c'est une discipline comme un petit peu quelqu'un qui est religieux va s'imposer un rituel religieux. Et là, moi, c'est là où je le rejoins beaucoup et ce que même je défendrai aujourd'hui dans mes articles, c'est que je pense que la poésie peut être, mais pas pour comme ça, il faut y aller avec l'exigence du poète. Il ne faut pas y aller simplement en disant je fais de la thérapie. Et c'est là où c'est important, en effet, pour soi, René aussi insistait beaucoup dans ses cours, de commencer par l'improvisation. Et donc, je finirai juste ça, la raison pour laquelle, moi, je m'étais toujours dit en faisant son cours, en suivant ce cours d'improvisation, mais il faut qu'un jour, j'arrive à faire pareil. Et j'ai réussi avec mes étudiants, malheureusement, pour vous dire l'état où c'est que bon, même s'il y a des cours de didactique des arts, même si j'ai pu parler de poésie à mes futurs enseignants au primaire, et ben voilà, alors qu'un 3e année de formation, comme moi je fais ça, il y a une étudiante au fond de la classe qui, bon, tout d'un coup se réveille, me fait « Oh, la poésie, ça fait 4 ans que j'en ai pas entendu parler. » Bon, voilà, c'est tout le paradoxe de l'histoire, c'est que bon, on en est toujours là, 30 ans plus tard.
Moi, on me disait, il y a un vent d'air frais à la poésie. J'arrive au Canada, c'est la même histoire 30 ans plus tard. Et pourtant, ils sont plus avancés, on est plus avancé ici qu'en France sur le développement personnel, sur l'art-thérapie. En effet, ça vient du Canada. D'ailleurs, j'ai eu la chance. Même on pensait tout à l'heure de la poésie, la musique. Tu parlais il y a beaucoup de slameurs aussi ici, la poésie. On a quelque chose de plus avancé, mais même là, au Canada, au Québec, un pays où il y a le développement personnel, on est centré sur l'enfant, où l'enfant est considéré comme un artiste à l'école. Là, j'entendais tout à l'heure ce que disait Christelle. On est là, mais ça ne marche pas tout autant, parce que je pense qu'il y a ce pas à franchir que René a montré en la pratiquant au quotidien, tout le temps, et en la vendant vraiment en vendant les poètes plus que ses poèmes. Lui il les montrait plus pour dire, moi, voilà ce que je fais, je vous encourage à faire comme ça. Enfin, c'est comme ça que je l'entends. Je parle beaucoup, je vais laisser la parole peut-être à d'autres. Mais c'est vrai que c'est mon sujet depuis 30 ans, je réfléchis là-dessus. Et je me dis qu'il faut qu'aussi je prenne le temps de réécrire, entre autres. J'avais écrit ma maîtrise, hein, je ne sais pas si on la voit là, mais en fait, le titre, c'était État des lieux dans les formations de la poésie, dans la formation de mémoire de formateur. C'est-à-dire, j'avais déjà analysé combien ça pouvait être important dans un parcours personnel de passer par l'écriture poétique. Et c'est marrant, 30 ans plus tard, je n'ai pas jamais rien fait de ça. Et même si l'état est pareil, pour moi, je crois que l'envie est toujours la même, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que le chemin est difficile parce qu'en fait, pourquoi moi, l'interprétation que j'ai eue, parce que ça fait quand même un moment, c'est depuis 2008 que je me demande pourquoi mes collègues sont si intéressés par parler de poésie et d'art à l'école. Et que finalement, arrivé dans des réunions départementales où on va prendre des décisions, il n'y a plus personne qui me suit, quoi. Mais par contre, dans le couloir, ils sont tous à m'en vanter ce que je fais, que c'est merveilleux. Ils ont même chanté une de mes chansons que j'avais écrite hein, pour dire à quel point ils sont pour. Mais il ne faut rien pour la formation des formateurs. Il ne faut rien pour ça dans les écoles. Il y a toujours une urgence. Et j'interprète le fait que si finalement cette compétition, c'est ce qu'a dit Virgério dans le premier manuel d'éducation humaniste, il a dit, en effet, la poésie, Aristote a raison de le dire, ça contribue au développement de l'âme. Mais ça, c'est pour ceux qui s'y intéressent. On encourage ceux qui s'y intéressent. Mais pour tous les autres, on a beaucoup mieux que cela. On a l'éducation chrétienne. Et c'est vrai que le message de la pédagogie progressiste centrée sur l'enfant a dit, mais nous, on met plein d'activités de bien-être et de développement personnel pour les enfants. Et c'est vrai, comment on peut justifier la poésie à ce moment-là, quoi? Et c'est pour ça que que je sois au Canada, et je pense que quelqu'un d'autre qui est au Canada ici, qui est Suzanne Bloin aussi, qui vient qui est au Québec, je ne sais pas comment elle interprète les choses, mais c'est le regard que j'ai. Moi, j'ai eu la naïveté, enfin pas la naïveté, je pensais qu'ici, parce qu'on mettait en avant le développement personnel, parce qu'on considérait l'enfant artiste, on irait plus loin. Et en fait, non, pas tant que ça. René disait en France, dans les années 90, c'est un grand poète aujourd'hui, il y a 500 lecteurs. C'est vrai qu'au Québec, il en a 700. C'est pas mal, on est 10 fois moins en tant que Français, quoi, qu'en France. Mais il reste quand même, c'est pas généralisé, quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire et je suis très contente aussi de revenir finalement à mes premiers amours à Paris 8, tout en continuant mes publications, mes recherches et prendre le temps aussi peut-être de revenir là-dessus. Je me le suis promis, j'ai l'impression d'avoir parcouru 30 ans là sans avoir pris le temps de réfléchir. Merci Myriam, merci pour ce témoignage qui nous montre que des deux côtés de l'Atlantique, eh bien, on peut être sensible dans le supérieur. Et tu as raconté un petit peu ces difficultés que tu as eues. Alors, vous êtes assez nombreux hein, de ton côté là, de la mer et Mariana Thiraud, qui vient de lever la main, l'est également. On te passe la parole, Mariana. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Donc, j'ai le trac et ça fait sourire. C'est drôle, d'habitude, j'ai pas le trac. Mais quand j'avais 12 ans, on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? J'ai dit, je voudrais être poète. Donc, c'était très important pour moi la poésie. J'ai publié mon premier poème enfant. Il s'appelait Il est 8 heures. Et quand j'ai connu René à la Biennale de l'éducation en l'an 2000, on a sympathisé, on est devenus amis. Et je n'ai aucune relation institutionnelle avec René Barbier, aucune. J'ai simplement une amitié jusqu'à la fin de sa vie.
Et on a beaucoup échangé poésie, peinture, parce qu'il dessinait, faisait des dessins aussi. Et il a écrit sur quelques-uns de mes tableaux. Et c'était quelqu'un de très généreux avec les poètes, puisqu'il nous éditait. Et il a édité mon premier texte de poésie qui s'appelle Le sens qui luit en hiver, qui était ma première expérience comme française au Canada. Ensuite, j'ai publié d'autres ouvrages de Cendre et d'Or, Fausta, un Faust féminin qui a vraiment été un défi pour moi d'écriture, qui parle de la chute. Et je voudrais témoigner de son immense espace donné aux autres dans le journal des chercheurs. C'était vraiment un encourageur de, de poète. Et c'est difficile dans l'académie. Par ailleurs, je suis aussi, j'ai été professeur, j'ai mon doctorat, mon postdoc, mais pour moi, c'est pas ce qui compte ce soir. Je ne pense pas qu'on puisse institutionnaliser la poésie. Je crois elle va toujours échapper au carcan institutionnel. J'ai beaucoup aimé tout ce qui s'est dit, notamment je voudrais rappeler le mot ascèse, parce que c'est une ascèse. J'écris tous les matins à 5 heures du matin, et René en faisait une ascèse, c'est vrai, une discipline. C'est la grande vie et en même temps, c'est la vie difficile, parce que peut-être qu'il n'y a rien de plus difficile que d'écrire une bonne poésie, d'où son effort constant jusqu'au bout avec la plume. Et je suis très, très touchée ce soir de l'avoir entendu et de voir le travail que vous faites de reprise. Je voudrais dire à tous mon immense reconnaissance parce que le journal des chercheurs, pour moi, fait une grande différence dans ma vie. Peut-être je ne serais jamais devenue poète si René n'avait pas saisi la balle au bond du sens qui lui est en hiver et m'édité. Vous savez qu'une des choses les plus compliquées, c'est d'éditer de la poésie. Ça se vend mal, ça s'édite mal. Il y a au Québec des éditeurs fantastiques. Je pense aux Écrits de la Forge, aux éditions du Noroît. On découvre vraiment des plumes très intéressantes au Québec. Et voilà, donc c'est une gratitude que je voudrais porter et une voix émue parce que quand on parle de poésie, c'est pas anodin pour moi. Et je voudrais juste attirer l'attention, est-ce qu'on vraiment on a besoin de l'institutionnaliser? Est-ce qu'elle n'est pas partout? Et comme a dit Christian Verrier au départ, on la trouve un peu partout, parfois dans la prose, parfois à Sainte-Anne, parfois dans les couloirs. Si un jour on commence à savoir ce qu'est la poésie, à définir ce qu'est la poésie, à articuler des règles de l'art poétique comme Boileau au XVIIe siècle, est-ce qu'on ne va pas tuer la poésie? Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci Mariana. Parce que là je vois le temps qui file, est-ce que Christelle et Christophe veulent bien nous dire un poème avant qu'on continue la conversation? Ou un chacun, je ne sais pas. Moi, je Oui, voulais vas-y, juste Christelle. répondre à Myriam. Je me souviens que peu de temps avant de mourir, René m'avait dit finalement, je suis beaucoup plus poète que sage. Voilà. Et c'est un souvenir très fort que j'ai, ce moment-là. Je vais vous lire un poème très court, contrairement aux deux que vous avez entendus précédemment, qui s'appelle Toucher l'arbre. Toucher l'arbre sans les mots, la femme sans rien combler. Revenir vers l'espace dans un grain de lumière, saisir chez l'enfant la terre du sourire. Vivre dans chaque instant,
une étincelle d'éternité. Refuser de mourir tant que l'élan prend forme. Merci Christelle. Christophe, tu veux bien peut-être? Oui, un poème de René écrit le 16 décembre 2014, qui figure sur le journal des chercheurs, et qui s'appelle « Je ne sais ». Je ne sais pas si vivre passe par des trous de serrure. Où va-t-on lorsque le ciel disparaît entre deux arbres? Que fait la main lorsqu'elle dérive vers l'asile? Qui peut savoir ce qu'est l'horizon à la verticale? Tu me dis que la lune et le soleil sont deux miroirs au creux de notre identité. Tu m'affirmes que mourir ne possède pas de porte. Tu me glisses que l'amour est une volière. Je te crois. N'es-tu pas cette figure de la joie qui attend derrière l'instant propice? Je chemine avec toi dans le sans-bruit. Tu souris dans mes pensées, tu infuses ma mémoire. Je laisse l'espoir se déguiser, le passé s'arrondir, l'avenir devenir étincelle. Mon présent, c'est toi, sans savoir où tu nais, au fond de mes atomes ou dans l'invisible ailleurs. Merci Christophe. Tout à l'heure, je propose que l'on termine notre séance par une nouvelle lecture de deux poèmes, hein, par toi-même et puis Christelle. Ça fera une jolie fin comme ça. Mais on n'en a pas fini. On n'en a pas fini. Là, il y a un message d'Artemia qui précise bien qu'en fait de religion, en fait, René était beaucoup plus pour la spiritualité laïque que pour la religion instituée, hein, naturellement. Hein. C'était un de ses credos, si je peux dire, avec un tel sujet. Donc, Gaston avait levé la main tout à l'heure s'il veut toujours intervenir. Pardon, je t'ai coupé, Christian. non, non, mais c'est pas grave. C'était juste pour reprendre un message qu'on ne voit pas, quoi. D'accord. Alors Gaston et après Suzanne. Donc ce soir, c'est vraiment les Québécois qui s'expriment. Allons-y. Ouvre ton micro, Gaston, s'il te plaît, on t'entend pas encore. Ah, c'est bon. Merci, bon, merci de faire revivre René là. Mais alors, après l'écoute de Myriam et puis de Mariana, j'ai une question très prosaïque à poser là. Est-ce que René est venu au Québec finalement? Ah oui, oui, je crois. Ouais. Oui, oui, il est venu, je crois. La première année, il y a eu un colloque en 2006 hein, qui était pour l'éducation parce qu'il y a eu une réforme à ce moment-là et il y avait vraiment, on avait fait appel aux progressistes français pour ne pas aller vers l'avant. Enfin bon, il y avait quelque chose comme ça. Et je crois que ce colloque-là, en effet, René était présent des Québec, mais il était là avec plein d'autres personnes comme je suis pas sûre. Moi, je ne l'ai jamais invité parce qu'en fait, ça n'a pas été, on n'a pas, enfin, je veux dire, je ne vois pas dans quel champ j'aurais pu l'inviter. Moi, avec les formations de formateurs, d'enseignants au primaire, hein, il y avait pas, il faut toujours des budgets ici. J'ai jamais eu les budgets pour ce genre de choses, mais je sais qu'il me semble qu'il est venu en 2006, mais il a pris surtout des colloques dans des contacts pour l'histoire de vie plus. Et je pense qu'au moment où il est venu au Québec, c'était vraiment la réforme et cette approche par compétences où toutes les discussions tournaient autour de ça. Et finalement, ce qu'il aurait eu à proposer n'était pas entendable à ce moment-là. Moi, j'interpréterais ça comme ça. Je ne sais pas ce que d'autres personnes pensent, hein, mais ça a été un voyage. Christian, tu te souviens s'il est venu, toi? Oui, oui, il a été, je crois que d'ailleurs, il m'avait parlé de toi à l'époque. Oui, on s'était rencontrés, je pense, Ouais, là. C'était très ouais, ouais, rapide. ouais. Il était une semaine, et puis ce colloque était très. Puis il y avait plein de monde qu'il connaissait, etc.
mais je crois que, d'ailleurs, je pense que c'est peut-être la dernière fois que je l'ai vu, là. Enfin, moi, Alors, je me c'est suis... une grande chance parce que dans une des soirées précédentes, Christian nous rappelait que René avait assez horreur de se déplacer, Et que ça lui mettait chaque fois des sueurs froides et que sa fille se moquait un petit peu de lui, qui était tellement ouvert sur l'Orient, les autres, etc. Sortir de chez lui, apparemment, ça lui était très difficile. Donc, bah, écoute, c'est très bien qu'il ait pu le faire. Gaston, tu voulais dire autre chose ou on continue à faire tourner la parole? Je pense qu'en Amérique du Sud, Mariana, il a dû être plus, non? Elle est mais partie, hein? Non, il non, avait... elle est là, il faut juste qu'elle réactive son micro si elle nous Oui, entend. oui. Moi, je peux confirmer, il a été au moins une fois au Brésil, ça c'est sûr et certain, Oui, oui. et peut-être deux. Mais Et Gaston, je vais être très honnête, j'étais en train de pleurer. J'ai fondu en larmes à écouter la beauté du poème qui a été dit par Christophe. Donc oui, je ne l'ai pas vu au Brésil personnellement. C'était quelqu'un qui me parlait toujours par vidéo. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Et on était amis Facebook, on échangeait, on avait trouvé ce moyen. Et on échangeait des poésies sur Facebook du Journal des chercheurs. Donc, c'était un contact presque quotidien, surtout à la fin de sa vie, mais par vidéoconférence, Skype, des choses qu'on avait à notre disposition à l'époque. Et, Et c'est vrai, il aimait beaucoup l'informatique, donc il bricolait beaucoup. et grâce à ça, nous avons des messages vidéo assez courts entre vous, hein, qui ont été enregistrés et qu'on peut retrouver sur tel ou tel serveur. Et probablement, on va en avoir quelques-uns sur le journal des chercheurs. Oui, alors tout ça nous remue beaucoup. Pour présenter rapidement Suzanne, c'est grâce à elle et son compagnon Jean que nous aurons un merveilleux bientôt prochain numéro de rencontre transdisciplinaire, le journal en ligne du CIRET. Et dans ce numéro 26, je vous encouragerai à aller le voir puisque Mariana produira un ou deux textes poétiques, justement, et il sera entièrement illustré par tes œuvres et par tes tableaux. Mariana, voilà, Susanna, on t'écoute. Euh, voilà, c'est le bouton juste à côté. Oui, voilà, j'ai trouvé le son. Merci beaucoup. Merci, Florent. Merci tout le monde pour ce que vous avez partagé. C'est tellement riche. Et j'ai le goût de joindre ma voix pour différentes raisons. Ben, la première, ben, je ne connais pas beaucoup Monsieur Barbier, mais quand j'entends ce que vous en dites, me situe dans sa lignée aussi. Et pour aussi me situer dans la lignée de ce que Madame Lemonchois a partagé, de la difficulté d'emmener la poésie en éducation comme un outil essentiel, une voie essentielle de l'être pour développer l'être dans sa globalité et non pas seulement l'intellect. Moi, je me situe, j'ai les deux pieds dans les écoles québécoises. Donc, je travaille à temps plein dans les écoles québécoises à titre d'animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Et pour amener un peu plus justement de, d'outils pour développer cette voie intérieure, j'ai fait une maîtrise et désormais, l'outil que j'utilise dans mon travail, ça s'appelle la psychagogie des valeurs. Et en tant que psychagogue, que j'ose me définir maintenant, c'est d'amener une pédagogie de l'imaginaire dans les écoles. L'imaginaire qu'on entend comme étant à la fois avec une structure qui est plus justement liée à tout ce qui est intérieur, la sensualité, l'évocation poétique en fait partie, et l'autre côté de l'imaginaire étant davantage euh, le côté rationnel et empirique, etc. Et ça prend comme un équilibre entre les deux. Et ça, pourquoi je le propose, c'est parce que ça passe par la symbolique, tout ça. Euh, et puis ce que je constate sur le terrain, c'est que chez nous, en ce moment, il y a une grève du secteur public qui est en cours. Et pourquoi? Parce que les gens, ils sont carrément épuisés, ils n'en peuvent plus. Les enfants aussi, suite à la pandémie, ont toutes sortes de problématiques nouvelles. Et puis, moi, ce que je vois, c'est que ça va prendre absolument, mais absolument, des espaces où il va y avoir
place à une espèce de, justement, d'aspect créatif de l'être va pouvoir s'exprimer. Oui, par la poésie, par la symbolique, par la voix artistique en général. Et je me joins à vous parce que c'est vraiment ce que j'ai à cœur dans mon métier, à travers tous les méandres des administrations qui nous mettent sans cesse des bâtons dans les roues, de pouvoir créer des espaces dans les écoles où enfin on peut respirer à l'intérieur de soi, personnellement et collectivement. Et un outil que j'utilise pour ça, ça s'appelle le test AT9, qui permet aux gens de se voir à travers une symbolique particulière, leur propre univers mythique qu'ils peuvent voir, découvrir, et justement libérer tout cet aspect de soi qui souvent est réprimé au niveau créativité, au niveau intérieur, au niveau symbolique, profondeur, qui n'a pas de place dans le système tel qu'il est. Donc, je vous remercie d'avoir créé cette journée, cette rencontre, parce que j'ai été touchée aussi par la poésie. Puis, ça m'encourage, moi, à continuer dans cette voie. Puis, voilà. Merci, Florent, aussi, pour tout ce que tu fais. C'est super. Alors, merci. C'est vraiment un travail d'équipe, hein, tout le temps, comme la montée de cette soirée. Tu disais la troisième ou la quatrième. Non, non, on approche bientôt d'une vingtaine de séances, hein, d'une vingtaine de séances depuis. Bon, là, je remonte à 2016, hein, depuis que le dispositif existe. Mais c'est vrai que tout cumulé, ça finit par faire des choses qui ont de la valeur. Et j'insiste, puisque tu es dans le travail communautaire, Suzanne, pardon, c'est ensemble, voilà, qu'on fait les choses, hein. Comme le dit le proverbe africain, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est vrai que dans les différentes structures que nous faisons vivre, en tout cas, moi j'essaye dans la mienne de faire beaucoup de participatif et d'être ensemble, et donc de susciter des échanges, et donc des partages, et derrière les partages, bien sûr, des valeurs. Hein, et derrière les valeurs, eh ben, toutes les expressions poétiques, artistiques qui peuvent en découler. On a le temps peut-être encore pour peut-être une intervention de quelqu'un qui n'aurait pas parlé et qui souhaiterait, si une ou deux personnes qui ne se sont pas encore exprimées souhaiteraient partager quelque chose avant que nous allions tranquillement vers la conclusion annoncée tout à l'heure. Mathis, je crois que vous êtes dans les expressions picturales, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a un lien dans votre travail créatif, peut-être avec des choses qu'on a évoquées ce soir, si vous souhaitez dire quelque chose, bien sûr, comme c'est la première fois qu'on a le plaisir de vous recevoir. Oui, bonjour tout le monde, avec plaisir. Euh, En fait, je suis artiste et entrepreneur, mais d'abord poète. C'était mon premier médium d'expression. Et puis, j'ai publié mes premiers recueils il y a quelques années au sein d'une maison d'édition aussi que j'ai cofondée avec ma partenaire. Donc, la poésie a toujours été présente. C'est une manière en effet, de lire le monde, de le vivre, de l'habiter, de le transmettre aussi. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement de mettre en relation la parole poétique avec des sujets ou des paroles qui sont considérées comme plus sérieuses. Donc, finalement, utiliser le jeu de la poésie, mais pour ouvrir sur des connaissances, pour faire des associations nouvelles. Donc, j'aime beaucoup la poésie, en fait, pour tout ce qu'elle permet de mettre en relation ou de découvrir. Et puis en même temps, euh, à travers le jeu aussi. Parce que tantôt, j'ai entendu aussi la jouissance qui a été nommée en lien avec la poésie. C'est ça qui est beau. On peut déborder par la poésie aussi. On peut s'extasier. Donc voilà, j'aime beaucoup. Elle permet l'émotion. Et pour autant, elle peut quand même permettre à la connaissance de traverser, donc de faire des ponts. Pour moi, il y a énormément qui passe à travers la poésie, autant quand euh, je reçois des nouveaux savoirs, on dirait que c'est à travers l'écriture poétique par la suite que j'ai l'impression de mieux les assimiler, de les digérer finalement. Et aussi de pouvoir aborder certaines questions, comme une des questions très actuelles qu'on voit souvent, c'est la question des genres. Donc, des genres qui sont beaucoup rediscutés, réinventés, voire, bon, et sans rentrer dans les différentes positions.
Moi, ce qui m'intéresse à travers ça, c'est le jeu. Donc, un de mes recueils de poésie se nomme Digestion lente des pronoms. Et dans la digestion lente des pronoms, il y a tout ce jeu où chaque pronom devient un personnage. Donc, je, tu, il, elle, nous, vous deviennent des personnages qui s'expriment à différents sens, mais qui peuvent représenter finalement nos autres intérieurs. Donc, cette multiplicité qu'on porte et qui peut prendre parole à travers différents objets, différents reflets, différents miroirs, différentes conversations. Donc, c'est un peu tout ce jeu qui, à travers le recueil de poésie, il m'a plu de travailler, si on veut, et de partager par la suite. Donc, c'est une petite parenthèse. Je ne connaissais pas beaucoup M. Barbier avant aujourd'hui. J'avais lu quelques poèmes avant de me joindre à la rencontre. Ensuite, j'ai pu écouter ce que vous avez partagé. J'apprécie beaucoup. J'apprécie aussi de comprendre qu'il était en lien avec les institutions, même si ça a été parfois difficile, mais qui a, par son travail, par son courage aussi peut-être, par sa bienveillance, a pu la faire entrer à certains égards ou la faire découvrir à des personnes qui autrement peut-être ne l'auraient pas touchée. Donc, ces ponts-là sont intéressants parce que je pense autant du point de vue académique que dans la poésie, c'est jamais très fécond quand on reste dans un milieu unique, mais quand on fait traverser un peu les frontières de nos langages. Donc, c'est vraiment génial d'avoir pu en connaître davantage sur M. Barbier et puis vous rencontrer par FMN. Donc, au plaisir, à la prochaine. Merci. Oui, merci Mathis. Alors peut-être là on va s'acheminer vers la conclusion, hein, par un poème dit par Christophe et un autre par Christelle. Je ne sais pas dans quel ordre ils voudront le faire, mais peu importe. Et ensuite, ben, on se quittera. Moi, j'ai envie de souligner juste une chose qui a été abordée plus ou moins à plusieurs reprises durant la soirée, c'est la sorte d'ambiguïté qu'avait René par rapport à la publication. Alors, non seulement des poèmes, mais de ses travaux en général, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, en grande partie, qu'il avait créé le journal des chercheurs, hein, dès les années 2000, au début des années 2000, de façon à pouvoir y placer ses textes sans passer par des fourches codines de comités de lecture d'une revue quelconque. Il disait toujours, tu te rends compte, pour publier dans une revue, il faut s'y prendre 3 ans à l'avance, c'est insupportable. Quand on publie, c'est déjà plus d'actualité ou presque. Moi, je veux plus m'embêter avec ça. Je crée mon site, je mets mes articles dessus, et tu verras, ça sera autant lu que si je les publiais. Il me disait souvent ça. Et puis pour les poèmes, il disait c'est pareil. C'est ce qu'avait rappelé Myriam tout à l'heure, le peu de vente de la poésie, hein. Alors non seulement en France, mais aussi outre-Atlantique. Il disait, je pense que mes poèmes, pardon, seront tout aussi lus sur Internet que si je fais l'effort d'entrer dans la complication, de trouver un éditeur, etc. Ce que Christophe a rappelé aussi tout à l'heure, hein. Donc voilà, j'avais envie de dire ça, mais en même temps, il avait envie parfois. Mais en même temps, il avait envie parfois quand même de voir quelque chose sur la forme papier, passer par un éditeur, hein. Je me souviens quand on avait fait ensemble le bouquin, qui n'est pas un bouquin de poésie, mais sur la grand-parentalité. Là, il tenait vraiment à ce que ce soit publié chez un grand éditeur. Et puis finalement, peu à peu, l'énergie s'est perdue et on est passé chez un éditeur libre, ce qui n'était pas plus mal. Mais il y avait ce paradoxe un peu chez lui, cette ambiguïté, disons, par rapport à ça. Oui, Myriam? Mais moi, je n'appellerais pas ça un paradoxe. En fait, je crois que René était tellement soucieux de ce rapport un petit peu, il me faisait penser un petit peu à l'universitaire au Moyen Âge. Il avait ce fantasme vraiment du contact, de la relation, du lieu, que l'université, elle est partout. Et on peut discuter de manière rationnelle, de manière scientifique dans tous les lieux. Et on n'est pas obligé de forcément être dans l'université. C'est-à-dire les cours d'improvisation poétique, c'est exactement la même chose que quand il m'invitait chez lui à écouter l'accordéon. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de frontières. Et je pense que c'est plus l'idée d'abattre des frontières qu'un paradoxe chez lui. Toi, je défendrais un petit peu. Il voulait tellement être dans là, l'instant, le moment, et puis la relation était plus importante que le temps de l'écriture, qui est en effet un temps très lent et insatisfaisant dans une relation humaine, comme là, lui, il cherchait toujours, quoi. Je rajouterai juste ça. Ok.
Merci. Donc, on termine par deux poèmes de René, dits par Christelle et Christophe, dans l'ordre qu'ils le veulent, qu'ils choisissent. Qu'est-ce que tu veux faire, Christelle? C'est quand même bien ce système-là, Zoom. Comme tu veux. Ah, oui. Vas-y. Je voulais, j'y vais donc. Je voulais juste aussi dire une chose par rapport à l'héritage de René. Et c'est en vous écoutant que vous me faites penser à ça. Euh, j'ai reçu un héritage de René en fait. C'est celui de mettre, de penser à mettre dans toute situation éducative un peu de poésie et d'art, et de mettre dans toute situation artistique ou liée aux arts, d'y mettre une dimension d'éducation cette rencontre-là constante, que ce soit dans la partie artistique, poétique ou dans la partie éducative, à chaque fois y mettre ou de la poésie ou de l'éducation. Voilà. Donc, je vais vous lire maintenant un poème qui s'appelle Tout est possible, que René a écrit le 29 octobre 2015. Tout est possible. Il faudra revenir vers nos anciennes forêts, où les lacs sont des miroirs effacés, où les arbres n'arrêtent pas de trembler, où le soleil tombe en nœuds coulants. Pourquoi ne pas accueillir la rose parmi les vipères du soir? Pourquoi ne pas gravir la pente qui change le noir en désir? Je voudrais faire des tourbillons avec mes horizons futiles. Je souhaiterais pénétrer dans l'immobilité certaine. Nul ne parcourt son âge sans frémir et sans rire. Nul ne change l'univers en radieuse promesse. Tout s'éteint sur un seul ongle, même le regard émerveillé. Aujourd'hui, pourtant, je caresse l'immensité d'un œillet. Je bascule dans ses abîmes. Je retrouve ma naissance. Tout est possible, même l'ailleurs. Merci. Merci Christophe. Donc, ben, Christelle, tu vas avoir le poème de la fin. Le poème de la fin. Ben, il s'appellera Nuit obscure. Et c'est un poème du 28 août 2017. Écrire la nuit obscure, lorsqu'on ne sait rien, on ne veut rien, on ne peut rien. Partir à l'aventure de ce qui se niche dans le fourmillement des atomes. Laisser de côté les grands livres du monde, revenir vers ses sources, les traces oubliées dans le corps, les effleurements dans le poème, l'imperceptible voix qui toujours demeure dans l'élan de la tige. Ne rien dire de trop, laisser le peu faire son nid. Chanter avec l'oiseau, courir avec le lion, rire avec l'enfant, contempler la fleur, sans autre désir que de fleurir. Prendre les mots comme ces fourmis de la conscience termitière, effacer même la quête du sans-nom, du sans-visage. Perdre peut-être le désir d'écrire, entrer dans le bain chaud de l'existence reconquise. Bien, merci. Je crois d'ailleurs que c'est un des tout derniers poèmes écrits par René, hein, si ce n'est le dernier ou l'avant-dernier. Voilà, donc Florence, si tu en es d'accord, eh ben, on va se quitter et interrompre l'enregistrement que vous pourrez retrouver